Laurence Moreno, on a beaucoup parlé d'automobile. Moi, j'entends toujours dire les chiffres, le déplacement moyen, je ne connais pas vraiment les chiffres, c'est 5 km, c'est 10 km. Donc, pas beaucoup d'intérêt de prendre une voiture pour faire 10 km. Quels sont ces nouveaux usages, enfin surtout ces nouvelles formes de mobilité et comment si justement ces kilomètres sont si peu faibles? Bien sûr. C'est peu Juste important, pardon. un petit mot d'introduction. J'écoutais attentivement les témoignages des entreprises qui sont autour de cette table. J'écoute des pratiques vertueuses, donc on en a dénombré certaines. J'écoute également des freins. Donc j'ai fait partie de ceux qui regrettent qu'il y a des blocages tels l'interdiction des roues, par exemple, au sein des entreprises pour des raisons de sécurité, au moment où nous évoluons dans la problématique urbaine par rapport à la voirie, où on fait apparaître donc de couloirs qui sont préservés justement pour faciliter la sécurité. Je parle au niveau international dans le monde, je vais souvent en Chine, aujourd'hui vous avez des couloirs partout de roues protégées, il y a même des barnums au croisement pour que les gens ne prennent pas ni la flotte ni le soleil. Donc je pense que, par faire les liens avec votre question, il y a une réflexion qui doit décloisonner le monde de l'entreprise, le monde de la ville, puisque, comme ces messieurs l'ont dit parfaitement, ils l'ont décrit, les collaborateurs ont une vie privée aussi, il y a une famille, et donc il y a des barrières, effectivement, qui doivent peu à peu sauter pour avoir une vision beaucoup plus large et mieux comprendre les déplacements qui sont effectués au sein d'une ville et comment l'occupation de l'espace public, la voirie, les routes et autres, c'est fait au gré donc, de la vie que nous avons en tant que collaborateur d'entreprise, par exemple, ou tout simplement en tant que citoyen. Et le fait qu'on soit aujourd'hui dans cette espèce de dichotomie qui est aujourd'hui délicate, vous-même vous dites, voilà, les soirs, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font parce que la problématique centrale, c'est d'échanger nos modes de vie urbains. C'est de dire également, comme vous, monsieur témoignez, s'il habite à une certaine distance, pour lui c'est plus simple de venir en voiture, quitte à subir des embouteillages, que de prendre le transport. Donc il y a une nécessité d'une prise de conscience beaucoup plus large de ce que ça représente le fait de se déplacer, de ce qu'on appelle la mobilité, par rapport à la manière comment on gère donc son agenda. Si je prends le pays nordique, par exemple, dans lequel cette problématique de la mobilité aujourd'hui est exemplaire, vous voyez que l'essentiel des transports publics et privés, en fait, des vies privées ou des vies entrepreneuriales, se font par exemple en vélo, même l'hiver, quand il fait très froid et neige, vous allez à Copenhague, vous allez à Oslo, vous allez à Helsinki, je ne vais pas les nommer toutes, voilà. Et ça fonctionne donc très bien parce qu'il y a un décloisonnement dans l'art de vivre qui concerne une mutation culturelle de l'individu par rapport à son environnement. Et la France est un pays, et nous sommes fiers d'ingénieurs. Ça veut dire que nous sommes des gens très amenés à voir la vie de manière verticale et à cloisonner. À faute à Descartes. Et donc la vie de l'ingénierie a son contrepoids, c'est que de l'autre côté, on n'est pas capable de créer cette transversalité qui fait que moi, quand je viens travailler, je suis en vélo, et quand je suis chez moi, ou quand je rentre chez moi, je suis en vélo aussi, il n'y a pas de problème. Les nouvelles mobilités viennent, bien sûr, donner une ampleur au domaine des possibles. Donc nous avons effectivement le vélo qui existe depuis quand même la nuit des temps. Aujourd'hui nous avons le vélo électrique, le vélo à assistance électrique, nous avons le deux roues dont M. parlait, le scooter électrique. Nous avons de nouvelles formes de gestion de vélo, que ce soit donc en vélo partagé ou les nouveaux free floating, que nous ayons aujourd'hui non seulement de nouvelles formes de mobilité, je dirais, avec les voitures autonomes à venir. La France, c'est quand même le seul pays au monde qui a deux brillantes start-up qui font des navettes autonomes. Nous avons deux sociétés. Voilà. Parce que la solution de la voiture autonome, si c'est pour en avoir autant de monde, mais sans conducteur, c'est peut-être pas forcément la solution. Mais ça va dans le sens où on doit s'interroger dans la manière comme on vit, dans la manière qu'on travaille. En fait, la question au fond, quand on parle de la mobilité, je le dis souvent dans mes conférences, c'est pourquoi on se déplace autant. Oui. Quels sont les déplacements forcés et quels sont les déplacements d'agrément? Alors peut-être parce qu'on a réduit les temps de déplacement et donc ça permet, on en profite quoi. Chez les jeunes aujourd'hui,
vont volontiers passer des week-ends à Berlin, en Espagne, enfin. Bien sûr. Voilà. Nous, on allait beaucoup moins loin, enfin, pour ce qui me concerne. Bien sûr, bien sûr. Et néanmoins, c'est plus facile, c'est mieux organisé, c'est moins cher. Mais on prend l'avion pour aller, aller louer un Airbnb à Berlin. Mais bon, on prend l'avion pour y aller. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que la mobilité aujourd'hui est un fait sociétal. Il faut le voir comme un fait des sociétés. Donc il faut l'adosser à une culture urbaine. Quand on a des sociétés comme Gobail qui sont obligées de retirer leurs vélos des 4 ou 5 villes, on est face à un problème de culture urbaine. Parce qu'il y a une problématique de la mobilité que nous devons approfondir, qui est la notion du bien commun. La notion du bien commun, c'est la manière comme les moyens que nous avons à notre portée permettent que l'usage ait lieu. Ce n'est pas parce que cette société est privée et que son vélo n'est pas attaché à un poteau avec un chêne et un cadenas, qu'on peut considérer que je l'emporte donc sur mon épaule, que je pars avec, que je les jette par terre jusqu'à que le cadenas saute. Voilà, c'est un problème de culture urbaine. C'est un problème de relation par rapport au bien commun. Et je vais donner l'inverse. Donc aujourd'hui, on ne conçoit le métro question paye, et on considère que c'est un acte de sensibilité quand je saute le tourniquet. Mais demain, sera-t-il toujours ce même modèle économique par rapport au métro ou au tramway? Pourrons-nous passer à un autre mode de fonctionnement dans lequel c'est le contraire? Les tramways seront gratuits, nous aurons trouvé d'autres modèles économiques pour gérer des infrastructures à l'échelle d'une ville. Les débats, il faut l'ouvrir aujourd'hui dans tous les domaines des possibles. La maire de Paris a proposé hier d'ouvrir à l'échelle d'une ville-monde comme Paris une étude, une réflexion sur quels sont les nouveaux modèles économiques urbains par rapport à la mobilité quand on a une démarche systémique liée à la pollution, la morbidité, la santé, l'impact sur le sécu, les problèmes qui se répercutent donc sur le travail. On en a quand même aujourd'hui pratiquement une vingtaine de journées par an de transports gratuits à cause des pics de pollution qui deviennent maintenant de plus en plus endémiques. Donc est-ce que nous allons continuer comme Ford disait donc à l'époque? Si j'ai demandé à mes clients que un cheval, qu'est-ce qu'ils veulent de plus, ils me répondraient un cheval qui aille plus vite. Nous sommes à 3 ans, même pas, de la nouvelle décennie, de la 3e du 21e siècle. Il faut aujourd'hui se poser la question dans quelle ville nous voulons vivre et quel modèle de services nous voulons construire. Il y a des villes comme Tallinn, j'ai étudié, je suis allé assez souvent, qui fonctionnent très bien avec les tramways gratuits sous certaines conditions. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les citoyens de Tallinn. Et ils ont trouvé des modèles économiques extrêmement vertueux, là où tout le monde disait, si le tramway est gratuit, la qualité de service va se dégrader. Eh bien, la réalité, c'est que 7 ans après, la qualité de service a augmenté et les recettes de la ville ont augmenté par des effets donc d'usage de toutes les infrastructures qui sont connexes et la prise en compte et la prise de conscience d'un bien commun. Je ne dis pas que demain le métro de Paris sera gratuit, mais je dis qu'il faut aujourd'hui, par rapport à votre question sur quelles sont les nouvelles mobilités, il ne faut pas uniquement imaginer que les nouvelles mobilités, c'est les drones dans lesquels vont voler dans les airs pour utiliser les espaces aériens, ce qui est tout à fait possible. Ce n'est pas uniquement le fleuve, parce que nous avons les Sea Bubbles, donc des Alain Thébault, qui sont en train d'être essayés sur la Seine et dans d'autres lieux, mais c'est aussi les infrastructures actuelles pour lesquelles on se met en question sur le modèle économique et le modèle d'usage. Et pourquoi pas imaginer les contributions des entreprises pour une espèce de nouveau pacte, ce que je l'appelle social urbain du transport, et dans lequel on fasse des péréquations qui intègrent un certain nombre de choses, et pourquoi pas effectivement fluidifier les transports en commun par rapport à ce type de nouveaux modèles économiques dont la gratuité en fait partie des données d'entrée aujourd'hui. Ousmane veut intervenir. Je vais rebondir sur ce que disait M. Moreno, qui est quand même très intéressant et instructif, sur la partie culturelle. Parce que moi, j'ai été à Berlin, j'ai été à Pékin, j'ai été à Strasbourg, j'y vais pratiquement toutes les semaines maintenant, parce qu'on a quelques projets là. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'utilisation, que ce soit le vélo ou tout autre mode de déplacement, que ce soit du gyropode, etc., vélo électrique, scooter, ce qu'on veut, je pense qu'il y a la technique, mais il y a la culture, il y a aussi les lois qui doivent accompagner tout ça. Absolument. Il faut que les structures, la technique qui suit, les lois, les hommes, donc la culture, il faut que tout aille ensemble. Et si on a la technique, on a les moyens de transport, parce qu'ils existent aussi aujourd'hui, on en a plein, des transports doux, transports tout, et que l'État
les villes ne construisent pas les structures qu'il faut pour que les gens puissent se déplacer de façon sécuritaire, on va dire, mais aussi qu'on éduque les gens. Ça démarre, ce que vous disiez, ça doit démarrer à l'enfance avec l'éducation, l'appréhension. Vous allez à Berlin, mais vous n'osez pas tourner quand il y a un vélo qui arrive, qui a sa priorité, quoi. À Paris, c'est pas le cas. Non, mais le sujet. Donc, moi, je comprends que vous l'ayez interdit, que vous ayez interdit le vélo, parce que dans mon ancien job, on avait mis des vélos, parce qu'on était dans un site quand même qui faisait 2000 hectares, qui était quand même très grand. On avait mis des vélos pour les salariés, pour aller d'un site à un autre, en interne. Il y en avait des centaines, mais on a eu un taux d'accidentologie tel qu'on était obligé de les retirer. Parce que c'est une question de culture, c'est une question d'éducation. Je pense qu'il faut commencer très tôt. La technique, on l'a. Les infrastructures viennent, et ça s'accentue. Maintenant, il faut que l'éducation et aussi les lois viennent régenter tout ça. Je peux m'ajouter Oui, je vous en prie. un petit élément culturel complémentaire, parce que j'ai la chance d'être scientifique professeur, mais j'ai été aussi start-upper. Mon entreprise a été achetée par un très grand groupe français mondial, dont j'étais conseiller scientifique, et donc j'ai participé à un certain nombre d'actions à l'intérieur de cette entreprise mondiale. Et qu'est-ce que j'ai observé dans mes passages, pendant 5 ans, dans ces grands groupes, qu'il y a un phénomène culturel urbain citoyen, il y a un phénomène culturel du cadre français, qui fait que là où le citoyen aujourd'hui est en train de se défaire de l'esprit de la propriété par rapport à l'automobile pour rentrer dans une démarche d'usage, nos cadres d'entreprise, des cadres moyens et des cadres supérieurs, considèrent encore la voiture comme un statut, pas social, mais comme un statut de pouvoir au sein de leur entreprise. Moi, excusez-moi de le dire, j'avais une voiture de fonction absolument dingue, en termes de qualité, définition, c'est ça. Je pense que j'étais un des collaborateurs qui allait moins utiliser sa voiture, mais dans les 5 ans où j'y étais, je l'ai rendue pratiquement neuve. Puisque j'utilise les transports en commun sans aucun problème, je me déplace en vélo, je marche, parce que c'est bon, c'est bien pour la santé. Je descends parfois 2 stations avant mon rendez-vous pour marcher 2 stations. Parfois, les gens font des correspondances quand ça va plus vite en marchant, etc. Mais beaucoup de collègues utilisaient la voiture pour aller de la Défense jusqu'ici, par exemple, nous sommes à Neuilly, en ayant le métro à proximité et en arrivant plus vite. Mais ça donne un statut. Vous arrivez dans les lieux, vous donnez les clés au voiturier, vous allez au repas, vous invitez vos gens, Alors, vous repartez avec les voituriers. C'est un statut. Alors, et ça, cette culture, il faut la casser. Alors, pas uniquement urbaine, mais entrepreneuriale. Si je peux me permettre, c'est tout à la fois un statut, mais ça a été aussi vendu comme ça aux collaborateurs, c'est-à-dire que c'est un avantage en nature. Au départ, la voiture de fonction a été fournie, c'était à la place d'une augmentation de salaire. Donc, comme ça fait partie intégrante de sa rémunération, il n'est pas prêt à la partager. Enfin, il s'est mis ça dans la tête. Il faut exactement le... Et d'autant plus que vous avez les ressources humaines qui, eux, ont besoin de ça pour pouvoir attirer motiver des talents. Parce que ça fait partie Mais je peux vous dire qu'il y a énormément de pays au monde, je parcours la planète en permanence, dans lesquels ce paradigme a été revu. Et aujourd'hui, on attire de collaborateurs parce qu'on leur offre des cadres de travail, des cadres de vie beaucoup plus agréables que parce qu'on leur met une grosse voiture avec des clés à disposition. C'est moins vrai, je pense, dans les jeunes générations à qui on offre parfois des voitures moins importantes, mais avec un crédit mobilité qu'ils peuvent utiliser à leur guise pour d'autres, de la location pour aller au sport d'hiver ou un billet de train pour partir en vacances ou des choses. Les jeunes sont plus intéressés qu'on les aide à se loger avec des entreprises à qui on leur donne une voiture. Tout à fait, je pense. Parce que le centre de gravité, c'est des places.